Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cet épisode, plongez dans le parcours inspirant de Christophe Maupas, qui a été notamment président de Viatris France, le premier laboratoire pharmaceutique sur le marché français. Il est aujourd'hui coach de dirigeants d'entreprise. Son épopée illustre notamment la quête tardive d'un alignement professionnel passant de la blouse blanche au business. Dans cette première partie, nous abordons entre autres le poids des attentes familiales combiné au syndrome du bon élève dans son choix d'orientation, le rôle déterminant d'une chasseuse de tête qui l'a mis sur les rails de l'industrie pharmaceutique, ou encore sa vision du travail comme un jeu qui lui permet de prendre du recul dans les périodes difficiles. C'est parti pour la grande épopée de Christophe. « 1985, vous avez 24 ans. C'est votre premier jour à l'internat à la PHP. Qui êtes-vous à ce moment précis ? » Waouh, j'essaie de me remettre dans. C'est loin. Hein. Il y a 40 ans, moi, je suis un jeune provincial qui est vraiment un peu au sens 19e siècle. Enfin, je débarque de ma province. J'avais très, très envie d'arriver à Paris. Rester à Rouen, je venais de Rouen, et rester à Rouen que les gens qui faisaient du droit, de la médecine et tous les autres, ils avaient la chance d'aller faire des prépas, d'aller faire des écoles à Paris. Et donc, j'étais le dernier qui restait à Rouen. Et Dieu sait que j'ai bien aimé ma vie là-bas. Et donc, je débarque à Paris. Alors, Paris, c'est pas tout à fait vrai. Je débarque à Créteil, à Henri-Mondor, 17 étages, je crois. J'ai même un souvenir de garde de nuit où l'ascenseur s'était mis à déconner complètement et donc on pouvait pas l'arrêter, ça montait, ça descendait. C'était totalement terrorisé. Un immense ascenseur où on peut mettre les brancards et en pleine nuit à 4 heures du matin, on vous envoie voir un malade au 14e étage, mais non, au 14e étage, il s'arrête pas, il continue, puis il redescend et ça a duré plus longtemps avant que j'arrive à m'arrêter, je crois, au 12e étage et que je fasse le reste à pied. Ben voilà, donc je débarque après avoir fait ce que mes parents m'avaient dit de faire, parce que j'avais envie de changer de métier, et on pourra reparler peut-être de pourquoi j'étais en médecine. Mes parents m'avaient dit, passe l'internat d'abord et après tu verras. Et donc j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'étais obéissant, je ne sais pas si c'est le mot exact. Et donc j'ai passé mon internat, et là donc je me retrouve à commencer un internat avec un métier qui n'était pas celui que je voulais exercer pour des tas de raisons. Et donc ça, c'était vous à 24 ans. Comment vous vous présentez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai un pitch en fait, parce que j'ai changé de métier et je découvre ce que c'est que de faire du commercial. Et donc j'ai un pitch que je sors dans les pince-fesses où je vais chercher des clients. Et je dis que jusqu'en juillet 2025, donc jusqu'à il y a quelques mois, j'étais le plus gros vendeur de drogue en France. Je dis ça, alors mon ancienne équipe, j'ai reçu des messages un petit peu négatif en disant mais comment vous dites ça, on vend pas des drogues, enfin vous voyez, donc bien sûr je joue sur le mot, c'est les médicaments. Voilà, je fais en anglais et donc voilà, je l'ai pris de m'excuser de mon petit côté, mon petit truc de pub, parce qu'il faut quand même que ça marche. J'étais à la tête de Viatris, qui est le premier labo, qui est devenu le premier labo sur le marché français, hein, donc devant Sanofi, devant Novartis, donc un très très gros labo. Quand on prend les boîtes, c'est beaucoup de bons produits pas chers, hein, beaucoup des génériques, mais pas seulement. Et donc quand on met les boîtes l'une au bout de l'autre, des boîtes de grosso modo 10 cm, donc ça fait la circonférence de la Terre, tout ce qu'en France, Viatris met à disposition des médecins, des patients et des pharmaciens. Et donc, c'est incroyable, hein, c'est 480 millions d'unités. Et donc, j'étais à la tête de ce très beau labo, mais de manière assez construite, j'avais envie de faire un autre métier. Et je pense que ça fait des liens dans tout ce qui guidait ma carrière, justement la médecine dont on parlait, après beaucoup le management, l'accompagnement des gens au sein du business. Et maintenant, j'accompagne des dirigeants et d'une certaine façon, je prends soin d'eux. Sans médicaments, beaucoup par de l'écoute, du questionnement, des discussions, mais des ateliers aussi, parce que c'est parfois très, très pointu. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec des clients. Et là, il y a la petite particularité, c'est que je fais ça parce que j'ai des enfants qui font encore des études, donc il faut que je continue à gagner de l'argent. Mais je fais aussi pour chaque client que je facture, j'accompagne une personne pro bono. Des gens qui, soit culturellement, soit économiquement, n'auraient pas forcément accès à une relation d'aide. Voilà. Et j'ai pas honte de dire que c'est une relation d'aide, parce que souvent, là, on dit le coaching, c'est pas, il faut pas surtout, voilà. Non, moi, je pense que je suis au service de mes clients et pour les aider dans leur métier de dirigeant. Ça, c'est le cœur de ce que je fais aujourd'hui. Génial.
Je suis vraiment ravi d'avoir ce temps-là avec vous pour creuser tout ça. Donc bienvenue Christophe sur les grandes épopées. Merci Jafar. Et alors, je sais pas si on le crache tout de suite. C'est un moment pour moi particulièrement émouvant. Et je sais pas s'il écoutera un jour l'émission, mais je vous l'ai dit quand je vous ai rencontré pour la première fois. Je vous ai en face de moi, souriant. Et quand vous souriez avec votre barbe aux cheveux, vous êtes le portrait craché de mon fils, qui a 2 ans de moins que vous. Et donc voilà. Et je me suis jamais. J'aime beaucoup ce qu'on va faire ensemble parce que je me suis jamais, je crois, beaucoup livré, même si j'ai une vie très transparente. Voilà, je suis très ouvert, j'ai pas de secret, mais je me suis jamais livré à mes enfants, à ma famille, et donc c'est très émouvant, notamment parce que vous lui ressemblez, mais donc d'avoir l'impression de raconter mon histoire. Et je vous l'ai dit aussi quand on a préparé, ma fille m'a offert à Noël dernier un livre où on doit raconter pour ses enfants, un livre pour sa fille en fait, où on raconte. Il y a des questions préécrites en haut des feuilles, et puis vous devez raconter. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, mais peut-être que ce qu'on fait ensemble fera en tout cas une partie du livre pour eux. Je viendrai faire un follow-up dans quelques temps. Un grand merci de m'accueillir chez vous à Paris. Pour nos auditeurs, pour les immerger. Alors en plus, c'est très immersif. Là, on est dans une salle à manger, mais bibliothèque. C'est la salle à manger bibliothèque, voilà, exactement. On est vraiment entouré par les livres. C'est beaucoup de BD. C'est génial. On se sent, entre guillemets, lové par les livres. Donc, je pense qu'on a vraiment un contexte super favorable pour avoir une discussion très, très riche, tous les deux. Donc, pour redonner un peu de contexte pour les auditeurs qui découvrent le podcast, nous allons explorer des moments clés de période révolue de votre carrière. Et l'idée, c'est de voir comment vous les avez vécus à l'époque et aussi aujourd'hui avec le recul que vous avez, ce que vous en retenez pour vous et aussi pour les auditeurs. Je propose qu'on démarre, donc c'est parti pour la grande épopée de Christophe. Merci. Alors je propose qu'on replonge au commencement. Dans votre présentation, vous avez parlé de l'internat de médecine, mais il y a des choses qui se passent avant. Vous avez parlé aussi de votre choix finalement de la médecine, qui avait l'air d'être à la fois un choix et en même temps avec une certaine influence de votre entourage. C'est quoi un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes à ce moment-là ? Alors, je ne sais pas très bien par quel bout le prendre, mais il y a plusieurs choses. En effet, vous avez parlé de l'influence familiale. Mon père a dû se mettre à travailler. Mon père voulait être médecin. Je crois même qu'il a fait une première année de médecine. Puis il a dû se mettre, c'était l'aîné, et son père, je ne sais pas s'il est mort ou je ne sais plus ce qui s'est passé. Oui, je crois qu'il est mort. Et donc, mon père a dû se mettre à travailler jeune et n'a pas donc pu faire la médecine qu'il envisageait de faire. Donc, je pense qu'il y avait un fort investissement dans le fait qu'un de ses enfants devienne médecin. Donc, ça n'a jamais été dit explicitement, mais je pense que c'est une des forces. Après, il y a un deuxième élément, c'est que j'avais le syndrome du bon élève. Et on en a parlé quand on s'est vu. Le syndrome du bon élève, j'avais de très bonnes notes, j'étais un bon élève. Turbulent, mais insolent, mais peut-être à cause de ça. Voilà. Donc je pouvais, entre guillemets, faire un peu ce que je voulais quand j'ai atteint la terminale. Et ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas beaucoup interrogé ce que j'avais vraiment envie de faire. Et quand je compare à mon frère, qui a beaucoup plus de difficultés dans ses études, il a passé son bac à 20 ans, il a failli le rater une 3e fois, je crois, et il avait des cours de maths, etc. Donc, mais en fait, il a eu beaucoup de chance parce qu'on s'est vraiment interrogé sur ce qu'il avait envie de faire. Pas seulement ce qu'il était capable de faire, mais aussi ce qu'il avait envie de faire. Et donc, il a fait du graphisme et de la photo. De certaine façon, voilà, il a fait quelque chose qui lui plaisait vraiment parce qu'on s'est posé la question. Et moi, quelque part, en fait, il n'y a pas de problème, donc pas de problème, pas de question. Circuler, il n'y a rien à voir. Et mon père, mes parents, 2, le côté bon élève, et 3, le côté un peu opportuniste, qui reviendra beaucoup dans ma carrière. À Pâques, alors il n'y avait pas Parcoursup du tout à l'époque, mais donc je ne sais pas quand est-ce qu'on choisissait, mais donc à Pâques de l'année terminale, j'ai fait un stage d'une semaine, comme d'ailleurs on fait maintenant en 3e, et donc là, j'ai fait un stage dans un service de médecine, de pédiatrie. J'étais séduit, en fait. J'étais séduit, je me suis retrouvé avec une blouse blanche, et puis il y avait c'était pourtant un service de chirurgie ou non, je ne sais plus, c'était un service de pédiatrie, il y avait des tas d'enfants très très malades, mais il y avait une petite fille qui était en pleine forme, qui était juste là pour une réintroduction du lait parce qu'elle avait une allergie au lait de vache, et donc elle était en période de réintroduction au lait, mais elle allait très bien, et donc elle passait dans des bras d'un médecin à une infirmière, et puis finalement, comme personne pouvait, le seul qui avait rien à faire, c'était moi, donc on m'a collé dans les bras, et j'ai trouvé ça tellement merveilleux d'avoir une blouse blanche, des enfants souriants, et d'avoir l'impression de leur faire du bien. Déjà, ça, c'était, voilà. Et je me suis dit, je vais faire médecine.
Honnêtement, je trouve que c'était pas beaucoup plus réfléchi que ça. Je me suis pas posé la question, est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que j'ai envie de gagner de l'argent? Est-ce que j'aime le corps humain? Est-ce que j'ai envie de faire un métier scientifique? Est-ce que j'ai envie de faire du business? Je fais médecine. Et c'est pas très glorieux comme manière de se décider. Et donc, j'ai abordé mes études de médecine, on verra, mais qui sont plutôt, par ailleurs, très bien passées. Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, je pense que vous êtes fameux syndrome du bon élève. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans ce cas-là, soit parce que justement ils réussissent et donc on leur dit te ferme pas de porte, finalement prends les options les plus larges. Moi-même j'ai vécu en fait les classes générales et puis on va faire une prépa et puis etc. Puis mine de rien après ce travail-là il faut quand même le faire à un moment donné dans sa vie. Et justement, ce qui va être intéressant de voir, c'est que vous l'avez fait, mais de manière un peu séquencée, quoi. Progressivement, vous avez réussi à, en tout cas selon ma lecture à moi, fait ce travail-là de réflexion. C'est juste qu'il se fait pas au début, quoi. Ouais, sauf que comme Balavoine, j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire. Mm. Quelque part après, j'ai recollé les morceaux, j'ai envie de dire, où je me suis rattrapé aux branches et j'ai toujours bien aimé ce que j'ai fait, mais les études de médecine aussi, hein, et je crois que j'ai essayé de le faire bien. Mais voilà, oui, j'aurais dû être architecte, je sais pas à quel moment ça s'est pas fait. Et certainement, ça me caressait déjà l'idée en terminale, mais j'ai pas exploré assez sérieusement cette envie. Et s'il y avait un enseignement à retirer, il y en a deux. Il y en a, je pense que c'est super important de vraiment faire ce qu'on a envie de faire. On peut toujours changer de métier, etc. Mais on redevient pas architecte à 45 ans ou à 60 ans. C'est pas vrai. J'ai trop de respect pour l'expérience. Donc voilà, si on veut faire un métier bien, on le fait pas forcément dès le début, mais il faut y avoir passé du temps. Voilà, on s'improvise pas. Et surtout dans une carrière artistique, je suis assez entouré d'artistes. Voilà, on ne s'improvise pas dans une carrière artistique. Donc il faut en faire son métier dès le début. Donc premier enseignement, faut pas se tromper. Il faut bien explorer ce qu'on a envie de faire sur les bonnes raisons. Pas je suis scientifique, pas je suis littéraire. C'est d'autres questions, je pense, qui doivent motiver un choix de carrière parce que ça va vous occuper une grande partie de votre vie et de votre temps. Et la deuxième chose, qui est peut-être plus optimiste, c'est qu'on peut quand même on peut quand même être heureux même si on fait pas ce qu'on a envie de faire. Ouais, c'est un message d'espoir, ça aussi. Je pense que le deuxième message est peut-être plus facile à actionner parce que le premier, c'est pas simple finalement de faire ce travail-là parce que quand vous, par exemple, là, vous l'aviez pas fait à ce moment-là, on peut légitimement se demander comment est-ce que finalement on le fait. À part faire passer le message là à des personnes qui sont aujourd'hui en train de se poser la question, qui ont justement la chance de pouvoir avoir plein d'options sur la table et qui finalement pourraient entendre votre message et dire ok là en fait je suis dans ce cas-là, il faut vraiment que je me pose la question. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est justement quand on a plein d'options qu'on ne se pose pas toujours les bonnes questions pour choisir ces options. Et je trouve que les gens qui sont sous un régime d'options plus contraint, avec moins de possibilités, souvent explorent plus à la fois ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire. Très clair. Voilà. Donc voilà, c'est plus ça. Et puis c'est peut-être plus à l'époque, nous il y avait l'ONICEP. Parfois aussi, il y a tout un business de coach privé. C'est une période charnière de la vie. Je suis pas sûr que même encore aujourd'hui. Et puis je regarde même avec nos enfants, peut-être qu'on n'a pas bien fait non plus, qu'on a aussi influencé leurs choix. Voilà, mon fils pourrait être un exemple. Il a fait le SCP qu'il n'a pas terminé. Et alors, il a fait la prépa. Il a aussi, d'ailleurs, parce qu'il était bon élève. Et que c'est exactement ce que vous disiez. Je pense qu'on l'a encouragé à vouloir maintenir le maximum d'options ouvertes et de faire quelque chose de généraliste. Donc, il a fait la prépa. Il est rentré à l'ESCP. D'ailleurs, vu ce qu'il a travaillé en prépa, c'était plutôt brillant d'y arriver. Mais il l'a pas validé. Aujourd'hui, voilà, il écrit, il fait du théâtre, du cinéma. Et mes deux enfants, ma fille aussi, a une carrière artistique. Et donc, en fait, d'une certaine façon, je pense qu'ils ont plus fait ce qu'ils voulaient faire, mais aussi, probablement, on n'a pas bien fait le taf au moment où c'était crucial. On les a probablement influencés. Je sais pas si c'est dans le bon sens, pas dans le bon sens. Et on les a peut-être pas suffisamment accompagnés dans leur choix. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'ils sont moins frustrés que moi dans ce qu'ils font aujourd'hui. En tout cas, ils ont très nettement, de manière consciente ou inconsciente, profité de votre chemin parce que, d'une certaine manière, ils y sont peut-être arrivés plus vite, de ce que j'entends. Si on rentre dans justement cette période-là de médecine, donc vous démarrez la médecine, comme vous le dites, finalement parce qu'il y a une rencontre avec ce stage qui vous donne envie. Comment se passe? Parce qu'on sait qu'au départ, c'est quand même beaucoup de travail. Alors, je me suis retrouvé pour la première fois, c'était vraiment un concours, hein, ça s'appelait un concours d'ailleurs, de PCEM1, un concours donc, où il y avait un nombre de places limitées, donc il fallait être dans je crois qu'il y avait 112 places ou un truc comme ça, donc et on était 800, c'était rien de dramatique comme sélection, mais il fallait donc se retrouver dans les 112 pour pouvoir passer l'année supérieure et idéalement pas perdre un an, ce qui était quand même aussi le tarif habituel, c'était de faire une deuxième année pour y arriver.
Et donc, on s'est retrouvé avec un petit groupe de copains. Et ça, j'ai toujours beaucoup travaillé en groupe. Ça, c'était extrêmement porteur. C'était beaucoup du par cœur. Hein. Ça demandait pas une énorme intelligence. Il fallait beaucoup apprendre. Et j'ai les souvenirs, on apprenait l'anatomie. Alors, en fin de journée, quand on avait appris l'anatomie, on avait mal aux jambes parce qu'en fait, avec un copain, on marchait quand on apprenait. On s'est retrouvé à travailler en groupe, mais je savais pas quel effort il fallait doser. Par ailleurs, on a quand même réussi à avoir une année très sympa. On n'a pas fait la fête, c'est un grand mot, mais c'était un travail très régulier dès le début. C'était très organisé, mais je travaillais pas la nuit, hein, ça s'arrêtait, voilà. Parfois, oui, un petit peu après le dîner, mais ça a été une année très studieuse, très concentrée, mais pas pénible, pas. Mais en revanche, l'idée, c'était vraiment, voilà, de se retrouver dans les 112 pour avoir une place. J'ai rencontré récemment quelqu'un qui m'a dit que c'était lui qui m'avait apporté les résultats. Je me souviens plus du tout de ce moment, mais je me suis retrouvé premier en fait. Voilà, j'étais major et ça m'a suivi pendant toutes mes études. J'étais surnommé. On avait beaucoup de surnoms en fait, et on était toute une bande. On faisait d'ailleurs après, on faisait beaucoup la fête, beaucoup de bêtises et un peu comme dans Borision. Je sais pas, il y a un Borision où c'est pas le major, enfin c'est un Sullivan dans ses policiers. C'était un surnom plutôt sympathique. Hein, voilà, je pense pas, j'étais pas trop bolos, et donc j'ai été surnommé le major et j'étais voilà premier de mes études. Alors ça, c'est le côté positif. Le côté moins sympa, c'est que dès la première année en médecine, on faisait déjà des autopsies. Et à l'époque, les autopsies n'étaient pas encore, les cadavres n'étaient pas surgelés comme ils le sont aujourd'hui, et ils étaient dans le formol. Et quand vous sortiez d'autopsie, vous aviez vous puiez formol. Il y avait aussi un côté très bizutage en autopsie, c'est-à-dire que voilà, c'est dur, hein, quand vous débarquez, vous avez 17 ans et on vous fait ouvrir un cadavre. C'est quand même très particulier. Je crois que ça se fait pas du tout comme ça aujourd'hui. Mais voilà, mais j'ai encore un souvenir assez fort de cette odeur. Donc les cadavres il y avait deux choses. Les cadavres étaient conservés dans des baignoires de formol. Et puis ils étaient transportés par des rails au plafond jusqu'aux tables d'autopsie. Donc c'était quand même très très particulier. Puis on se retrouvait un peu comme dans la leçon d'anatomie de Rembrandt. Hein, donc on se retrouvait autour d'une table avec un médecin. Quand je dis qu'on les ouvrait, pas beaucoup. On était surtout spectateurs, ce qui était encore plus difficile quand vous devez juste regarder. Et voilà, et ça sentait très mauvais. Du coup, il y a ce rapport finalement à la pratique médicale. Donc là, ça a l'air d'être contrarié, en tout cas dès le début. Non, mon rapport au corps mort est plus simple que mon rapport au corps vivant. D'accord, ok. Donc j'aimais pas comme tout le monde, voilà, mais c'était pas... Et justement, alors, sur le rapport au corps vivant, parce que bon, là, vous avez fait votre présentation, donc on sait que la suite de l'histoire, c'est que vous êtes médecin, mais vous êtes allé vers le monde du business. Je suis curieux d'avoir un peu ce cheminement. J'ai adoré toute la partie scientifique de la médecine. Comment fonctionne un corps, c'est fantastique, c'est super, c'est passionnant. Ça m'a passionné. J'ai adoré le rapport aux malades, peut-être encore plus. J'ai beaucoup aimé aussi l'institution avec tout ce qu'elle a de fragile, dysfonctionnant. C'est fantastique un hôpital, c'est tellement complexe et passionnant un hôpital. Et puis j'ai aimé aussi la manière dont on nous enseignait la médecine. C'était quand même des profs incroyables aussi, des gens incroyables, des profs incroyables. Donc en fait, j'ai beaucoup aimé tout ça. Et peut-être en effet, la chose, et je comprends que vous ayez posé la question à propos des cadavres, mais le rapport, oui, le rapport au sang, le fait d'aller faire souffrir un corps, même si c'est pour une vertu thérapeutique, hein, donc de faire une prise de sang, de faire une ponction lombaire, ça a été plus compliqué pour moi. C'est pas la raison objective pour laquelle j'ai arrêté la médecine. Puis j'étais pas bon. J'étais à l'époque, il fallait, enfin même encore maintenant, mais moins, mais il fallait savoir écouter un stéthoscope. Je suis incapable voilà, un cœur qui bat pas correctement, je suis incapable de le savoir. J'étais maladroit de mes mains. Là encore, mon frère dont je parlais tout à l'heure était capable de faire des tas de maquettes super précis. Il aurait fait un chirurgien incroyable. Moi, je suis très, très maladroit. Et donc, il y a tout un pan de la médecine que j'aurais pu exercer. J'aurais pu faire de la psychiatrie. Sur le reste, j'ai été en bloc opératoire. J'ai passé les instruments et je suis tombé dans la pomme qu'une seule fois au début. Mais après, j'y arrivais très bien. Mais oui, c'est certainement une des choses qui m'a entravé dans ma carrière, c'était ça. Est-ce que j'aurais pu certainement surmonter si j'avais été motivé pour rester? Et la motivation pour rester, elle était plus sur des raisons donc plus objectives sur lesquelles on pourra revenir. Justement, je pense qu'on peut parler de ce point-là parce que c'est pas tant cet élément-là dont on vient de parler qui est un élément peut-être mineur. Ça a été quoi les éléments, pour le coup, saillants ou importants, déterminants dans ce choix-là, sachant que vous aviez quand même passé l'internat, donc c'est quand même très engageant et ça demande quand même pas mal de boulot aussi.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez continué jusque-là et qu'est-ce qui a fait que finalement vous en êtes sorti? Alors, je me suis posé la question probablement assez vite, dès la 3e année de médecine, je pense, je me suis posé la question d'aller dans le business. Et en fait, je viens de la famille du côté de ma mère, des quelques figures tutélaires que sont des 2 oncles, mais mon grand-père ont toujours été, enfin, mon grand-père combinait le côté scientifique et le côté business. Ils ont dû fuir la France pendant la guerre et quand il était en France, il était banquier d'affaires et quand il est arrivé aux États-Unis, il était prof de mathématiques au MIT et chercheur en mathématiques. Et donc en fait, il avait réussi à combiner business et sciences de manière assez incroyable. Et en plus, il était très musicien, etc. Donc vraiment une figure très forte. Et dans ces deux fils, il y en a un qui a fait du business de manière il a été très brillant, il a très très bien réussi, et un autre qui a fait de la science, qui était chercheur au CNRS, qui a très bien réussi. Et l'un comme l'autre, celui qui faisait du business était frustré de ne pas être scientifique, et celui qui était scientifique était frustré de ne pas faire du business. Et j'ai beaucoup été écartelé, je pense, dans ces deux tendances après. Et donc, étant en médecine, dans une carrière plutôt scientifique, je me suis dit, mais non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Et bizarrement, c'est pas l'architecture qui venait comme réponse. C'était, non, je devrais aller faire du business, aller dans une banque, je sais pas quoi. Et donc, ça va commencer. Et c'est là où, quand j'ai mis ces doutes, très sérieusement, j'ai rencontré des gens, voilà, ça. Et c'est là où j'ai eu cette fameuse réponse, mon petit chéri, passe ton internat d'abord et après tu verras. Donc ça, c'est en 3e année, ça veut dire qu'en gros... Troisième, troisième, c'est le moment où on commence très très tôt à préparer l'internat. Ah oui, voilà, et donc c'est au moment où il faut se mettre à préparer l'internat. Okay. Peut-être qu'il y avait aussi une espèce de refus de l'obstacle, peut-être que je me disais c'est trop dur, c'est vraiment une montagne l'internat, où c'était, mais sûrement ça l'est encore, et peut-être je me suis dit c'est trop haut, c'était peut-être une manière de me protéger, de vouloir en partir, mais voilà, c'est plein de choses mélangées. Et puis il y avait une autre raison qui est peut-être venue un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est clair que si j'exerçais la médecine, ce qui m'intéressait, alors c'est intéressant parce que ça revient après dans le business aussi, c'est d'être patron. On dit patron, et c'est patron de service, parce que le métier de patron de service est fantastique. C'est à la fois, vous avez de la clinique, des malades, vous avez la gestion d'un service hospitalier et vous avez de l'enseignement. C'est un métier incroyable. Très équilibré, en fait. Très équilibré, et plutôt en plus, alors à l'époque, vous pouviez aussi avoir dans votre service une clientèle privée, ce qui vous permettait aussi de compléter bien, d'avoir, en plus de gagner de l'argent et d'être un notable. En revanche, la pyramide hospitalière est très, très... en fait, dans un service, il y a le patron qui a ce métier fantastique. Et puis en dessous, vous êtes quand même... C'est les galériens. Juste en dessous, c'est les galériens. Donc les chefs de clinique, les PUPH, c'est des gens qui travaillent comme des dingues, qui font tourner le service et qui n'ont pas tous les avantages, une partie seulement des avantages qu'a le patron. Donc voilà. Okay. Et j'étais aussi dans une génération où les postes étaient bien pourvus, plutôt occupés par des gens d'une 45-50 ans, ce qui veut dire que le renouvellement de ce niveau-là, il y avait très, très, très peu de chances statistiquement. Quel que soit, vous pouviez avoir l'internat de Paris, vous pouviez avoir fait être brillant, c'était statistiquement peu probable d'arriver au top. Okay. Voilà. Et si on n'arrivait pas au top, on se retrouvait, je savais que j'avais pas du tout envie de l'exercer, on se retrouve à ouvrir un cabinet en ville, ce qui est un très beau métier, mais c'est pas ce que je voulais faire parce qu'il n'y a pas le travail en équipe. Je trouve que les pratiques de médecin de ville, c'est pas du tout pareil. En fait, il y a un côté un peu paradoxal parce que vous parliez de l'internat comme étant une montagne, et en même temps, vous avez une ambition à ce moment-là qui était quand même énorme parce que vous étiez déjà en train de vous projeter en disant, en fait, moi, j'ai envie de devenir le patron du service. Enfin, j'avais envie de travailler à l'hôpital, et si vous travaillez à l'hôpital, il faut que ça finisse comme ça, parce que sinon le reste vous le faites au passage, mais oui, il fallait qu'il y ait ça. Mais ça, je savais très bien que j'avais pas envie d'être médecin de ville, que ce soit généraliste ou spécialiste. C'est là pour ça que j'avais fait médecine. Et d'ailleurs, ce stage que j'avais fait en terminale était à l'hôpital, c'est ça qui m'avait plu. C'était pas du tout d'avoir un cabinet et de recevoir des malades toute la journée. Et donc là, si on revient sur le deal avec les parents... Donc là, le deal, c'était passe l'internat et puis on verra ensuite. Donc là, vous passez l'internat. Je passe l'internat et alors on était donc les petits provinciaux et il y avait ce qu'on appelait à l'époque des confs d'internat. C'était un petit peu avant que il n'existait pas à l'époque tous les IP Sup, etc. pour qui vous préparent à n'importe quoi. Maintenant, vous êtes préparé au bac, vous êtes préparé à tout. Et à l'époque, il y avait ça. C'était un peu des précurseurs. C'était donc des
des chefs de clinique qui organisaient des conférences d'internat où il y avait dans une grande salle le soir, assez tard, enfin à l'heure du dîner de mémoire, payé en liquide, c'est intéressant. Donc chacun payait, je crois, 30 francs en liquide à chaque conf, on payait à chaque fois en liquide. Et on se retrouvait avec des gens brillantissimes, très très durs, qui vous cravacher. Puis on était appelés au tableau pour réciter. Donc voilà, c'est ça qui vous permettait, vous étiez accompagné pendant 3 ans pour pouvoir passer les concours. Et les meilleures conférences d'internat, d'ailleurs peut-être, je ne sais même pas s'il y en avait en province, c'était à Paris en tout cas. Et donc nous, on prenait le train de Rouen, c'était le jeudi soir, on prenait le train de Rouen en fin de journée le jeudi soir. Quand même, on allait, je ne sais plus où c'était, à Bichat ou je ne sais plus, un hôpital en banlieue. On allait là-bas, on se retrouvait dans un grand amphi, on se faisait massacrer par le maître de conf, ça s'appelait un maître de conférence. Et le soir, moi, j'allais dormir chez une petite copine qui avait un appartement qui est la Mégisserie. Et puis, le lendemain matin, je revenais pour aller faire mon stage d'externe à l'hôpital. Donc, c'était un peu difficile. Et un jour, je suis appelé donc au tableau. Et là, vous pissez dans votre froc parce que vous allez vous faire massacrer. J'avais pas été trop mauvais. Et le mec me dit à la fin, alors toi, tu viens d'où? Pensant que j'allais lui répondre, je suis à Necker. Je lui dis, je viens de Rouen. Là, il y a un blanc. Et il me regarde, et puis il regarde les autres, ils disent « Regardez-le bien tous ». Et le mec vient de sa province, il s'emmerde toute la journée, et donc il peut travailler, il va vous piquer vos places à Paris. Wow. Mais il a dit, mais c'était pas méchant. C'était pas méchant, c'était une manière de le dire « Méfiez-vous de lui ». Et j'ai eu l'internat de Paris. Alors, effectivement, vous avez pris une place, mais ce qu'il savait pas, c'est que c'était pas pour très longtemps. Voilà. Donc vous réussissez donc cette partie du contrat, on va dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où en fait aussi vous décidez de faire autre chose. Il y a bien un moment où vous allez confronter vos parents et vous dites non, en fait, voilà, j'ai fait ma part du deal. Je crois que ça s'est fait grâce à ça. Maintenant que vous le redites, je me souviens plus précisément. Mon père est mort et je pourrais demander à ma mère, mais je ne pense pas qu'elle se souviendra. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je me suis senti décomplexé et voilà. Et là, j'ai présenté très très vite. Je crois que dès que j'étais à Paris, au bout de quelques mois, j'ai présenté Sciences Po en admission parallèle. En deuxième année, c'est soit on rentre à Sciences Po en tout début, soit en deuxième année. Et j'étais admis à Sciences Po sur ma différence, parce qu'il y avait un écrit d'économie où je crois que j'ai eu 4, mais il y avait un oral. Et à l'oral, forcément, j'avais 3 ans de plus ou 4 ans de plus que les autres. J'avais un truc à raconter et donc j'étais pris grâce à l'oral. Si on reprend l'ambition et le projet, parce que l'ambition, je l'avais bien comprise du coup au niveau de la médecine, côté patron de service. Quelle est l'ambition de Christophe à ce moment-là quand vous êtes admis à Sciences Po, sachant que vous avez encore l'internat en parallèle. Oui, donc, en parallèle, donc j'étais interne. L'internat, c'est normalement là où vous apprenez vraiment votre métier. Normalement, vous avez donc toute la journée, vous êtes interne à l'hôpital, vous faites la visite le matin de vos patients, vous faites une contre-visite le soir, vous faites des gardes. Et puis en plus, à l'époque, il fallait faire un cursus universitaire pour apprendre votre spécialité. Très vite, moi, j'ai laissé tomber le cursus universitaire et puis j'ai été dans des stages, fait un peu de neurologie, donc ça en avait parlé, mais très vite, je me suis retrouvé dans des stages planqués où il y avait notamment pas des... Alors, c'est ce que j'ai raconté un peu horrible. Bon, il y a un stage de pharmacologie, ça, c'était quelque part de travailler sur des analyses des tubes, etc. Mais j'étais dans un stage d'anatomie pathologique pédiatrique, c'est-à-dire la pédiatrie, c'est intéressant parce que ça revient, mais c'est moins drôle. J'étais dans un service avec un prof qui était le professeur Nezdlov, qui était un monsieur incroyable à Necker, mais notre travail était sur des bébés morts, en fait. Donc, alors, il y avait à la fois des enfants vivants dont on recevait des bouts d'organes quand il y avait une opération, etc., pour faire ce qu'on appelle les biopsies. Et donc, ça, cette partie-là, c'était derrière un microscope. Alors, c'est horrible, là encore. Moi, j'ai jamais rien réussi à voir dans un microscope quand on vous montre une lame. J'ai jamais rien compris. Et pourtant, j'ai même écrit avec Nezdlov un article sur je ne sais plus quel type de cellule, il m'a vraiment tenu la main. Mais l'autre partie du travail, c'était d'autopsier des enfants qui avaient eu des morts subites, des bébés, pour essayer de comprendre. Et ça a contribué beaucoup d'ailleurs à faire progresser la connaissance là-dessus. Mais voilà ce que je faisais. Et quelque part, évidemment, il n'y avait pas de contre-visite l'après-midi. Donc l'après-midi, j'étais libre d'aller à Sciences Po. Et donc j'étais dans ce type de stage avec des patrons comme Nezdlov, suffisamment intelligents pour être heureux d'avoir un étudiant qui faisait autre chose, qui était ouvert sur... Et puis Sciences Po, ça faisait beaucoup rêver. Donc j'avais une paix royale et ils me laissaient aller. J'ai réussi à me faire interdire de garde quand je faisais un stage à la Pitié-Salpêtrière. C'est la même chose que je vous parlais d'Henri Mondor tout à l'heure, tout en hauteur. Et là, c'est la même chose, mais tout en largeur. C'est-à-dire que quand vous avez un malade, il faut le plan
du pavillon où il faut aller voir la vieille dame qui est en train de faire un emphysème au milieu de la nuit. Il fallait le plan des pavillons pour savoir où elle se trouvait. Il fallait marcher probablement un bon quart d'heure avant de le trouver, quand on se perdait pas. Mais au-delà de ça, j'étais un mauvais médecin. Donc j'ai réussi à convaincre l'administration que c'était plus raisonnable pour eux de m'interdire de garde. Et donc j'ai fait. Alors on était payé, c'était bien. Donc il y avait une indépendance financière. Je faisais ma part du boulot. J'ai terminé cet internat. J'ai d'ailleurs pas validé ma spécialité. Donc j'ai un diplôme de médecin généraliste. J'ai passé une thèse. Le matin, c'était l'hôpital, l'après-midi, c'était Sciences Po. Et vous aviez déjà enclenché la suite, en fait. Voilà, j'ai enclenché la suite. Et Sciences Po, je l'ai fait comme une école de commerce. Mais j'ai fait, à l'époque, c'était ECOFI, donc section économique et financière. Je l'ai fait donc comme une école de commerce. Mais ça me semblait plus intéressant d'aller à Sciences Po que de faire l'INSEAD ou un troisième cycle. C'est-à-dire que j'ai vraiment réappris énormément de choses à Sciences Po. On dit en fait que les étudiants en médecine sont les étudiants qui lisent le plus de pages parmi tous les étudiants, mais ce sont ceux qui lisent le moins de pages en dehors de leur spécialité. Donc en fait, j'avais besoin de me réouvrir à d'autres choses que la médecine, ce que Sciences Po m'a apporté de manière incroyable. J'imagine que c'est quand même le meilleur endroit pour s'ouvrir sur le reste. Et d'ailleurs, Sciences Po propose qu'on en parle là parce que vous aviez étudié à Sciences Po, puis ensuite vous êtes devenu enseignant à Sciences Po. L'idée m'a travaillé pendant très très longtemps. J'ai toujours beaucoup admiré mes profs ou aimé mes profs ou la plupart d'entre eux. Transmettre, très vite ça m'a pris en fait, l'envie. Et puis j'ai envoyé plusieurs années de suite à Sciences Po des projets de cours, des trucs, des notes avec un projet de cours. J'envoyais, je crois que j'ai eu une fois une réponse. La plupart du temps, j'avais même pas de réponse. Et donc j'avais un peu jeté l'éponge. Ça, c'est ça qui est plaisant et aussi parfois un peu décevant dans la vie, c'est qu'un jour, je vais dans une soirée et je rencontre une fille qui me dit qu'elle est responsable d'un master à Sciences Po. Je lui dis, c'est drôle, j'ai envoyé toujours plein de projets à Sciences Po, j'ai jamais eu de réponse. Elle me dit, bon, écoute, je sais même pas si je lui ai envoyé un projet. Oui, on a dû parler une demi-heure, puis elle m'a dit, mais aucun problème, je vais te donner un cours dans mon master. Donc, voilà, c'est pas très juste. Hein. Ah oui. Et voilà. Mais après, j'ai 17 ans, j'ai une carte, je pourrais vous la montrer, j'ai une carte avec toutes les années, il y a des petits autocollants par année. Et je crois que j'ai des cartes, il n'y a plus la place pour mettre les autocollants dessus. Et donc, j'enseigne le management, qui est peut-être la seule chose que je sais faire, en fait, ou que je connais, à des étudiants en Master 2. C'était d'abord un petit cours facultatif, enfin optionnel, qu'on appelait les électifs. Et c'est maintenant un cours qui fait partie du corps de la maquette du Master 2. C'est un cours obligatoire, il y a une 60aine d'étudiants. Puis on est reconduit tous les ans. Alors je faisais avant avec une personne qui s'appelle Alexandre Korolev. On a fait ça. J'ai fait tout seul d'abord. Puis quand on est passé à plus de gens et que j'ai voulu maintenir cette interactivité, on l'a fait à deux avec Alexandre et on l'a beaucoup fait évoluer. Et puis depuis cette année, Alexandre a décidé d'arrêter. On l'a fait une bonne dizaine d'années ensemble. Donc j'ai une de mes anciennes étudiantes brillantissime qui était étudiante il y a 3 ans, qui s'appelle Léa Moukanas, qui est aujourd'hui prof avec moi. C'est notre première année ensemble et on fait un duo de choc parce que elle doit être la plus jeune prof ou en tout cas, c'est sûr qu'on a le plus grand écart d'âge quand il y a un duo de profs à Sciences Po. Et puis le cours est reconduit parce qu'on est noté, et ça, on est évalué tous les ans et je suis assez fier parce que il y a plutôt un beau taux de satisfaction qui fait que le cours est reconduit chaque année. Ce cours-là, donc vous avez dit vous l'avez conçu en fait de zéro, il y a 17 ans. C'est ça. À ce moment-là, vous aviez quoi comme rôle à côté dans le business, juste pour voir un peu le contexte dans lequel vous avez... Toujours beaucoup de mal avec les années, mais je devais venir, à mon avis, ça devait être mes débuts chez Meda. Je venais de rentrer en France, d'Italie. C'est pas ma première, mais c'était en tout cas ma première direction générale en France, même si j'avais déjà eu l'expérience à l'étranger. Et donc, j'ai développé un cours qui est beaucoup assis sur la pratique et le partage d'expérience, mais que j'ai beaucoup enrichi, pas mal, enfin une partie théorique parce qu'on est à Sciences Po, et puis aussi il y a eu des apports d'Alexandre puis maintenant de Léa, donc voilà, donc c'est un cours qui vit quand même. Ok, bon, c'est en tout cas, je trouve super inspirant de voir cette relation à cette institution parce que et finalement multiple quoi. Il y a le moment où vous démarrez, puis il y a le moment où vous transmettez aussi. Enfin, voilà, je trouve ça beau. J'ai fait un petit saut dans le temps, mais on va revenir du coup donc au moment où vous êtes étudiant à Sciences Po. C'est une période où vous êtes étudiant à Sciences Po, donc il y a cet internat que vous êtes en train de terminer. Et en parallèle, il y a le premier pas finalement dans l'univers de l'industrie pharmaceutique.
Oui, c'est une période un peu bordélique pour moi, ou un peu compliquée parce que il y a à la fois, j'ai cet internat que je dois terminer, j'ai Sciences Po en parallèle, et puis je suis atteint par la limite d'âge côté service militaire. J'avais, je crois, 26 ou 27 ans, voilà. Et donc j'ai dû un petit peu combiner tout en même temps. Il me restait encore un petit bout d'internat à terminer, un petit bout de Sciences Po, mais donc je suis parti au milieu, enfin pas aux deux tiers, en Belgique en tant que VSNE pour mon premier vrai travail en entreprise pour faire du marketing dans l'industrie pharma. C'était chez l'IFA à l'époque. Alors on en parlera certainement, mais donc là, ça a disparu l'IFA. J'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps. Toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, sauf la dernière, ont disparu. Quand on parle de la mort, d'ailleurs, c'est intéressant aussi. Mais voilà, j'ai adoré cette période. J'ai encore conservé, on avait un groupe d'amis qui s'appelait La Horde. La Horde, c'était alors, coopérants, il fallait pas dire qu'on était coopérants parce que surtout pas nos amis belges, c'était à Bruxelles, et appréciaient pas du tout qu'il y ait des coopérants français en Belgique. Donc, on était VSNE. Le truc de VSNE était incroyable. C'était l'idée il y avait aussi une partie de la guerre qui était une guerre économique et d'avoir des. Puis aussi, on voulait que les Français prennent l'habitude de s'expatrier, qu'on s'ouvre un peu plus vers l'extérieur. Et ça a très bien marché parce que la plupart des gens avec qui j'étais à l'époque, de la Horde, ont eu des bouts de carrière à l'étranger quand ils ne sont pas encore aujourd'hui à l'étranger. Et ça a été une période super heureuse. Bon, donc là, j'ai commencé par la partie des amis, mais c'est des amis aujourd'hui, voilà, on a encore des liens. Puis j'ai découvert le bonheur de travailler en entreprise. C'était super, en fait. Voilà, c'était génial d'être chef de produit junior. C'était très, très vivant. C'était du marketing. Donc, il y avait la partie communication, mais il y avait un fond stratégique. C'était voilà, très, très, très varié et dans une petite structure. Voilà, une très très bonne période. Et quand on a préparé cet entretien, vous m'avez parlé de votre relation au travail et à l'entreprise. Vous m'avez dit une idée que je trouve élégante et en même temps originale, c'est considérer l'entreprise et le travail comme un jeu. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que vous pouvez développer ce point-là? Alors, en courant, comme j'arrive jamais à faire une seule chose à la fois, donc en courant, j'écoute des podcasts et j'écoute des podcasts de France Culture avec philosophie. J'ai écouté des choses super intéressantes. Enfin, en ce moment sur une série sur le jeu et ça m'a fait réaliser. Donc, en fait, le jeu, il y a des règles. Le jeu, c'est la vraie vie sans les enjeux de la vraie vie. Et ce que je vous ai dit aussi en préparant cet entretien, c'est que je pense être très différent au travail et dans la vie privée. Dans la vie privée, je suis quelqu'un d'anxieux, j'ai beaucoup d'inquiétudes, je prends ça très au sérieux. Et le travail, je le prends comme un jeu, mais ça veut pas dire que je joue. Mais ça veut dire qu'en effet, c'est une espèce de bulle qui a des règles que je respecte. Donc voilà, donc c'est pour ça que mais je respecte, mais en même temps, je suis pas, s'il arrive quelque chose à nos enfants, par exemple, je vous ai parlé des deux, mais on a 5 enfants en tout. S'il y en a un qui est malheureux, s'il y en a un qui a des soucis, a fortiori s'il y en a un qui est malade, ça m'affecte profondément. Si on s'engage avec ma femme, c'est un vrai souci. Tout ça, ça m'empêche de dormir. Le boulot, même les périodes les plus dures, m'empêchent rarement de dormir parce que voilà, c'est un monde à part avec des règles. Et je dis souvent, il y a pas mort d'homme au travail. D'abord aussi parce que j'ai rarement ou j'ai jamais travaillé pour ma propre entreprise, mais encore que. Et Dieu sait que c'est important, c'est-à-dire que c'est là où je parle des règles, je sais ce que représente notamment quand un chef d'entreprise fait bien son travail, il y a ça génère pour un certain nombre de familles. Il y avait 1000 personnes chez Viatrice à la fin. Si vous faites bien votre boulot, vous avez des gens qui sont d'abord qui ont un boulot, qui trouvent un centre d'intérêt dans leur vie professionnelle, qui gagnent de l'argent, et vous avez derrière probablement des familles heureuses, voilà. Et au contraire, si ça se passe pas bien, si l'ambiance dans votre boîte est pourrie, c'est des gens qui sont malheureux. Donc je mesure l'importance de tout ça. Pour autant, voilà, le fait de le prendre comme quelque chose qui m'affecte pas autant que ma vie perso, je pense aussi d'une certaine façon je fais mieux parce que je suis un petit peu, j'ai un peu de recul comme dans un jeu. Aussi, ce que j'entends dans ces podcasts, c'est que dans le jeu où on voit avec les enfants qui jouent, on le voit aussi avec les gens qui jouent aux cartes. Enfin, on y croit, Donc c'est pas du tout, on y croit, mais il y a un moment où on sait que c'est dans il y a une circonscrit. Limite. C'est circonscrit, voilà, ouais. Exactement. Et dans le jeu... Je sais pas si j'ai bien écouté. Non, si, je vois bien l'idée. Juste une autre dimension du jeu qui est le fait de gagner. Enfin, finalement, dans un jeu, on gagne, on perd, etc. Est-ce que... non, c'est pas... Quand je joue aux cartes, non, je suis pas archi compétitif.
Je triche d'ailleurs pas mal quand je joue. On fera pas de parallèle avec le monde de l'entreprise. Non, parce que non, on va en parler. Hein, les zones grises dans l'entreprise, c'est un vrai sujet. Mais et Dieu sait que je suis sur les. J'ai des règles très très intangibles. Hein, j'ai des choses qui sont. Je connais vraiment très très bien là où je ne veux jamais aller. Donc il y a des choses importantes, hein, comme beaucoup d'ailleurs sur les personnes, mais aussi voilà les lois. Pour autant, derrière, vous avez quand même il y a une zone qui est plus compliquée à explorer, où là, il faut, voilà, c'est toute une chose. Récemment, j'ai eu une discussion avec un de mes invités sur la question de la vérité en entreprise. Il me disait que justement, c'est une notion qui est très difficile à définir dans le monde de l'entreprise, parce que justement, il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs manières d'exprimer la réalité. Parfois, on entend aussi dans certaines très grandes entreprises que, je sais plus, c'était quelle entreprise où il y avait plus de 400 manières différentes de calculer les chiffres d'affaires. C'est bien sûr, oui. Ça, c'est encore un autre sujet, mais bien sûr. Et alors, pour revenir sur le jeu, parce que c'est peut-être ça que vous sous-entendiez, à l'étranger, la dimension de jeu affecte aussi la vie privée. Alors là, c'est un petit peu moins vrai quand j'étais en Belgique, mais je l'ai beaucoup vécu quand on est parti à l'étranger en famille. Oui, une personne expatriée, elle est pas toute. D'abord, on regarde la France de loin. Donc déjà, on n'a plus cette. Voilà, on la regarde de loin et on est moins affecté par ce qui s'y passe. Et puis, dans le pays où vous êtes, finalement, sur les sujets sérieux, vous êtes quand même beaucoup en spectateur aussi. Et alors, même s'il y a toujours cette volonté de s'intégrer, la volonté de rencontrer des gens locaux, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc, vous finissez souvent avec d'autres personnes étrangères. Et donc, dans une espèce de vie qui n'est pas tout à fait la vie du pays, vous avez aussi souvent des activités, je me souviens, voilà, en décalage à New York ou même encore à Madrid, alors que j'avais 60 ans, on faisait la fête comme quand on était jeune. Et donc, oui, il y a aussi ce côté où les règles sont moins. Voilà, c'est plus un jeu aussi, à la fois la partie professionnelle, parce que souvent vous vous retrouvez d'ailleurs Enfin, ce qui s'est passé, c'est que après, quand j'étais à l'étranger, c'était à la tête de filiale. Donc, patron d'une filiale qu'en général, surtout au début, quand j'étais au Maroc, c'était pas important pour le groupe. Et donc, vous avez on vous fout la paix, vous êtes là-bas. Et il faut d'ailleurs avoir toute sa conscience, on peut en venir. Je pense que quand vous êtes livré à vous-même, il faut vraiment être droit dans ses bottes parce que vous pouvez aussi faire n'importe quoi. Mais là aussi, donc vous êtes, voilà, c'est un terrain d'expérimentation. Il faut respecter les règles, mais ça vous affecte pas autant que si vous êtes dans votre propre pays. Ce que j'entends en fait, c'est qu'il y a à la fois une chance qui est cette zone de liberté et qui vient avec un certain niveau de responsabilité dont il faut avoir conscience parce que on peut vite oublier qu'il y a ce niveau de responsabilité-là. Je propose qu'on en parle là. On a déjà un peu lancé le sujet sur justement l'expatriation. Pour donner juste un peu de contexte aux auditeurs, en fait, l'expatriation, ça a été quand même un élément assez structurant de votre vie professionnelle. Il y a eu le Maroc, il y a la Belgique d'abord, parce qu'il y a eu le Maroc, il y a eu les États-Unis, il y a eu l'Espagne, l'Italie, l'Espagne. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal d'expatriation. Il y a plusieurs sujets là-dessus. Donc il y a déjà ce premier rapport qui est le rapport à la liberté de faire et d'être finalement. Il y a aussi un autre élément que j'aimerais creuser avec vous qui est justement ce côté comment est-ce qu'on arrive à s'ancrer un minimum et à être un minimum légitime quand on arrive et qu'on débarque finalement. Surtout que dans votre cas, en plus, vous êtes quand même souvent arrivé dans un pays dans une position de patron et de dirigeant. Je ne sais pas si vous avez des trucs ou des choses que vous avez fait de manière intentionnelle ou inversement des erreurs que vous avez commises. J'aimerais bien tout à l'heure qu'on vienne, parce que vous avez parlé de responsabilité, ça j'y crois énormément, donc je voudrais bien qu'on y revienne. Pour moi, c'est totalement consubstantiel du fait de diriger. Comment ça se passe quand on arrive dans un pays ? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur ? Alors, on parle beaucoup de différences culturelles, et certainement elles existent. Évidemment, il faut en tenir compte. Moi, j'ai plutôt toujours trouvé, et peut-être la raison pour laquelle ça a plutôt bien marché en dehors de toutes les bourdes que j'ai pu faire, mais ça a plutôt bien marché parce que je crois que les moteurs profonds chez les gens, au boulot, dans leur vie, c'est à peu près les mêmes. Dans quelques pays qu'on soit. Enfin, je pense que la nature humaine est plutôt bonne. Je pense que les gens ont plutôt envie de s'entraider, de s'occuper puis d'avoir un taf, d'avoir de quoi élever leurs enfants, que ce soit si possible intéressant. Enfin, il y a des intangibles entre guillemets. Pour moi, oui. Après, ils s'expriment différemment en fonction des cultures. Et comme j'ai énormément de, je sais pas, c'est de la compassion, du respect, voilà, c'est les gens qui veulent ça. J'ai envie pour eux aussi et peut-être que je sais leur parler, enfin je sais parler à ça parce que ça m'anime aussi, des choses très simples.
Et donc ça a plutôt bien marché dans tous les pays où je suis allé. Aussi, l'autre chose, et surtout quand on est français, on est tellement attendu sur notre arrogance que quand vous l'êtes pas, ça va tout seul en fait. Quand vous l'êtes pas, ça se passe bien et vous les surprenez plutôt positivement. Puis après, il y a des choses qui marchent quand même assez bien partout. Oui, l'enthousiasme, la gaieté, le fait que vous soyez heureux dans le pays où vous êtes. Quand vous explorez le pays, quand ils savent que votre famille va, que tout le monde les gens sont flattés en fait, que vous embrassiez leur pays aussi. Donc voilà. Alors dans les bourdes que j'ai pu faire, alors je sais pas si elles sont liées au pays ou au... Parce que vous parliez de zone de liberté en disant que mais il faut quand même garder en tête que on est quand même dans un groupe, dans une entreprise, on va dire structurée avec je sais pas, une stratégie corporate, etc. Je pense que j'ai plus fait de bourde vis-à-vis de ma maison mère que de bourde vis-à-vis Ah oui, des gens locaux. Des gens locaux. Donc, dans les exemples, quand j'étais en Italie, non, ça aussi, c'était une bourde vis-à-vis des gens locaux. J'habitais dans le centre de Rome, et le bureau était dans le centre de Rome, à côté du Colisée, donc c'était une chance incroyable. Donc, j'avais pas besoin d'une grosse voiture parce que c'était compliqué, enfin, la circulation était dingue. Et donc, j'ai négocié, au lieu de prendre... à l'époque, la voiture standard du patron de filiale, comme l'Italie, c'est une grosse filiale, donc c'est certainement une Audi A5 ou je sais pas quoi, enfin une grosse Audi ou une petite Mercedes, enfin j'en sais rien. Un élément de... Voilà, un élément de standing. Et moi, j'ai demandé à mon patron une Citroën C3 pluriel. Alors c'était une Citroën où vous pouviez retirer le toit, c'est une toute petite voiture, mais j'avais négocié à la place d'une allocation pour une voiture, j'avais négocié une petite voiture, puis j'avais négocié aussi un scooter de fonction. Donc j'avais une voiture et un scooter, et en fait, la voiture, elle restait au parking, elle servait juste à aller au bord de la mer. Et le scooter, j'allais en scooter comme un fou d'ailleurs, pour en reparler. Ça m'a joué les tours un peu plus tard, mais donc j'allais en scooter au bureau. Et alors ça, c'était l'erreur vis-à-vis des équipes. Je pense en effet que ils m'ont pas pris très au sérieux. J'ai construit ma légitimité sur d'autres choses. Et heureusement, d'ailleurs, je crois que la voiture, elle n'était pas venue tout de suite. Le temps qu'elle soit commandée, ils avaient quand même pu voir que je faisais le job. Pour autant, je sais que je me souviens très bien de Marie-Angela qui m'avait fait la remarque, pourquoi tu n'as pas une voiture de patron? Ça, c'était l'erreur vis-à-vis d'eux. Et l'erreur vis-à-vis du groupe, c'est que j'avais un grand bureau. Et puis, je revenais du Maroc, où on avait une très grande maison avec quasi vide. Je me suis retrouvé à Rome dans au contraire, un tout petit appartement Via della Consulta, mais c'était super mignon. Et j'avais pas la place de mettre mon rameur, pas un cyclo-rameur, un rameur. Mais j'avais pas la place de mettre mon rameur dans l'appartement. Donc, et en revanche, j'avais un grand bureau tout près du Colisée. Et j'ai mis le rameur dans le bureau. Alors, aujourd'hui, je pense que tout le monde dirait, mais c'est normal d'avoir un rameur, que le patron ait un rameur dans son bureau. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, mon dernier poste, je n'avais pas de bureau. C'est encore plus simple. J'avais pas de bureau. J'étais un open space comme tout le monde et pour y revenir. Mais donc là, à l'époque, j'avais un grand bureau. J'ai mis le rameur dedans. Et là, mon patron hollandais de l'époque a été surpris par ça. Il a pensé que c'était pas... Il avait raison. Hein. Il a pensé que c'était pas la posture d'un directeur général que d'avoir un rameur dans son bureau, ayant peut-être l'idée, ce qui n'était pas le cas, mais qu'on pouvait recevoir des gens dans le bureau qui pourraient ne pas comprendre. Donc, il avait parfaitement raison. Et ça m'a valu le fait que j'ai pas eu la promotion que j'aurais dû avoir, qui était d'être patron de la France, qui était la filiale ultime. Et il y avait une vraie logique. J'étais français, j'avais l'expérience. J'avais été patron au Maroc, j'avais été patron en Italie. J'aurais dû avoir la France, mais le rameur m'a coûté la France. C'est quand même fou de se dire quelque chose qui peut paraître anodin en tout cas, a dit de vous, même si c'est peut-être pas l'image que vous aviez de vous, mais c'est l'image que vous avez renvoyée malgré vous, entre guillemets. Et ça a eu cet impact. Et quand vous dites ça, c'est quelque chose qu'on vous a dit a posteriori, enfin, c'était très net ou c'est plutôt une analyse que vous faites Je crois qu'il me l'a dit. Il m'en a parlé, je me souviens, parce que je le ramenais j'étais un peu faillot, donc je le ramenais à l'aéroport en voiture pour qu'on ait le temps de parler. Donc il me l'a dit clairement. Et il avait raison, et moi j'avais tort dans le sens où j'ai affirmé trop clairement ma singularité et j'ai beaucoup réussi après. J'ai fait du fine-tuning après. Donc j'ai essayé de garder cette singularité que j'ai réussi à transformer en avantage au lieu que ce soit une aspérité choquante. Donc je ne suis pas rentré dans le rang. J'ai domestiqué ma singularité. Ok. Je trouve que c'est super inspirant de voir ça à l'échelle d'un rôle de direction, parce que c'est vrai que souvent on a cette image de se dire, à un moment donné, voilà, on est dans une grosse organisation, en fait, il faut rentrer dans le rang, entre guillemets, et je trouve que c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, plus en fait on monte en responsabilité dans une organisation, plus en fait
on ne fait qu'un avec finalement l'entreprise. Ce que vous dites là, c'est que vous, en tout cas, vous avez essayé, alors peut-être au début un peu trop fort et puis vous avez réajusté, mais en tout cas, vous avez réussi in fine à trouver une zone pour rester finalement quand même vous. Oui, Ouais. oui. Mais c'était à la fin, c'était très confortable. Et puis après, vous avez, surtout en fin de carrière, vous avez, enfin, il y avait une certaine force. J'ai pu être de plus en plus authentique parce que j'étais de moins en moins fragile. Et là, c'était au contraire une période où je me construisais. Période pas simple, on venait de se séparer avec mon ex-femme au retour de New York quand j'étais en Italie. Voilà, j'avais à la fois peut-être soif de liberté et au contraire, c'est un moment où j'aurais dû être plus prudent. Très clair. Je propose, Christophe, qu'on refasse un saut dans le temps, qu'on revienne finalement à ces grandes dynamiques de carrière que vous avez eues dans l'industrie pharmaceutique. Vous l'avez dit, vous avez été dans plein d'organisations qui ont disparu. Mais en fait, j'aimerais bien que les auditeurs en comprennent un peu plus de quoi il s'agit. Donc, je propose qu'on reprenne peut-être au début assez succinctement, mais en fait, le début, vous revenez quand même en France. Après la Belgique, oui. Après la Belgique, voilà. Alors après la Belgique, oui, j'ai eu un petit passage par Paris pour finir ce que j'avais à finir d'internat. Je crois qu'il me restait 6 mois d'internat, peut-être un semestre, je ne sais plus. Enfin, j'ai eu un truc à finir à Paris, mais après, donc j'ai eu mon premier job qui était dans l'entreprise pour laquelle j'avais fait le VSNE à Bruxelles, donc qui s'appelait l'IFA. Et je me suis retrouvé à Lyon, une espèce de début de carrière un petit peu sur une trajectoire toute lancée. Et peut-être c'est ça qui m'a un peu contrarié. Donc je me suis retrouvé à Lyon, dans une ville qui n'était pas très accueillante. Puis j'ai fait mon petit Parisien snob. Voilà, je me suis pas fait au truc. Il y avait la cloche sonnait à midi chez l'IFA pour aller. Il y avait 2 services de cantine, mais il y avait une sonnette comme au lycée pour aller à la cantine. Il y avait la table de la direction et puis il y avait les tables où nous on était. Il y avait encore des gens en blouse blanche ou grise parce qu'il y avait aussi des gens qui travaillaient dans les laboratoires. Ça a été compliqué pour moi voilà, mon patron s'intéressait qu'au Tour de France. Comme j'étais snob, je comprenais pas qu'on puisse s'intéresser au vélo. Alors aujourd'hui, j'ai un vélo comme j'ai un vélo, j'ai tout l'équipement rose. On évolue. Tout le monde évolue. Donc, et je m'intéresse aux dynamiques comme le peloton dans le Tour de France. Donc voilà, mais à l'époque, j'étais snob et con et jeune. J'ai un ancien prof de Sciences Po qui m'a contacté et son frère m'a monté une boîte avec un type brillantissime. Le type avait eu cette idée qui va vous sembler aujourd'hui bien banale et certainement trop en avance pour son temps à l'époque. Donc il avait créé le concept d'une montre qui étudiait vos cycles de sommeil et qui vous indiquait à quel moment le train du sommeil arrivait pour faciliter votre endormissement. Il avait eu raison beaucoup trop tôt, donc c'était un fiasco total, la montre n'est jamais sortie, et puis il a fallu attendre l'iWatch pour avoir exactement l'équivalent qui marche mieux. Et j'ai donc cédé aux sirènes de ça, de retourner à Paris et d'aller dans une start-up. C'était une start-up à l'époque, donc, mais c'est tout à fait, ça n'existait pas ce concept, de me retrouver dans une petite boîte, une structure avec plein d'idées. Bon. Et puis ça a été, je pense, mon seul vrai gros échec professionnel. Mais j'ai appris, hein, donc j'ai rien appris. Le type était fou furieux, donc attention, surtout dans les petites boîtes, de la personnalité du dirigeant. Il était brillant, mais il était totalement paranoïaque, autocentré, et puis j'étais trop jeune pour apporter quoi que ce soit donc à l'entreprise. Donc à la fois j'ai rien appris, à la fois j'ai rien apporté à l'entreprise. J'étais très malheureux, vite. Et là j'ai une chasseuse de tête qui m'a sauvé, que je la connaissais. Hein. Elle m'a dit, Christophe, en gros, elle m'a dit on arrête les conneries. Elle a sifflé, vous avez dit ça l'autre jour, elle a sifflé à la fin de la partie. Elle m'a dit, voilà, tu as fait médecine et Sciences Po, tu vas aller dans l'industrie pharmaceutique, là où tu aurais dû rester. Et elle m'a remis sur les rails. Ce moment-là, je trouve quand même qu'il est inspirant parce que vous avez quand même accepté de faire le pas de côté à ce moment-là, enfin de donner la chance en fait à quelque chose de différent. J'ai eu envie, oui. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même cette idée de dire, même si on est dans des carrières qui peuvent paraître linéaires et qu'on est parti pour l'autoroute, parfois il y a des opportunités comme ça en fait où peut-être qu'avec le recul, je sais pas d'ailleurs, ça vaut le coup quand même de tester parce que ça permet soit de prendre un autre chemin, soit de conforter le fait que finalement on est... Je sais pas ce que vous en pensez. Alors là, c'est mon côté opportuniste en fait. C'est mon côté, je réfléchis pas. C'est un peu comme l'histoire du stage des vacances de Pâques, de pédiatrie. C'est mon côté opportuniste. Voilà, c'est les sirènes de Paris, ça a l'air chouette, mais j'aurais réfléchi de 2 minutes. J'ai fait des pas de côté après qui étaient aussi opportunistes d'ailleurs, mais qui ont mieux réussi. C'est pas à ce moment-là qu'il fallait donner la chance à ça, mais non, c'était vraiment une erreur. En fait. Okay. Bravo, vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Christophe Maupas. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'apprentissage sur un parcours d'un dirigeant d'entreprise pharmaceutique. Nous y parlerons notamment
de son expérience du management comme un métier à part entière, d'un moment charnière à 40 ans et la découverte des cycles longs en entreprise, ou encore du rôle et de la responsabilité du dirigeant d'entreprise. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous êtes un auditeur régulier sur les grandes épopées, partagez-moi vos impressions et challenge via LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandsépopées.fr. À vendredi!